Je vais vous faire une conf que j'ai donnée en novembre dernier à Mons, en Belgique, sur A508. Donc, j'ai gardé les slides. J'ai fait une mise à jour pour que ça corresponde au MTG. Voilà. Donc, on va parler d'A508 en .NET. Je m'appelle Sébastien Pertus. Je suis toulousain. Je travaille pour Microsoft. Alors, pas France, je travaille pour Microsoft Corp aux États-Unis. Donc, je travaille depuis Toulouse. Je fais partie d'une division qui s'appelle ISE, Industry Solution Engineering. Et j'ai fait la première partie de ma carrière à Toulouse. Donc, c'est pour ça que je connais pas mal d'entre vous. Et voilà. Si jamais vous voulez me contacter, Twitter, j'y suis sans problème. Je réponds très facilement. Je ne suis pas non plus surbooké par les messages Twitter, donc n'hésitez pas, pas de problème. Petite question avant de commencer. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de .NET et qui ne connaissent pas du tout ce que c'est qu'A508? Ouais, toi, je sais. Non, vous connaissez tous à peu près? Bon, c'est nickel, on ira un petit peu plus vite. Tout ce que je vais vous dire, en tout cas une grande partie, il y a quelqu'un qui va rentrer là-bas, Cyril. Tout ce que je vais vous dire, globalement, vous avez un gourou chez nous qui s'appelle David Fowler, pour ceux qui le connaissent, qui a sorti sur GitHub un Markdown file où il donne toutes les astuces qu'il a accumulées au fur et à mesure du temps sur A508. Je vous conseille d'aller le voir. Vous aurez les slides, vous aurez les liens, il n'y a pas de souci. Et vous avez une pléthore de choses dont il parle et dont on va sûrement parler aujourd'hui. Autre chose, un autre gourou chez nous qui est un technical fellow, qui est Stéphane Toub, qui a inventé A508 pour ne dire que ça chez Microsoft. Donc, à partir du moment où vous parlez de parallélisme, de multi-threading, de concurrence chez Microsoft, il y a 3 chances sur 4 que ce soit lui qui le fait. Donc, je vous conseille de voir sa session sur comment est-ce qu'il a recréé la task de zéro en 2 heures avec Scott Anselman qui l'interroge, from scratch, depuis Visual Studio avec un programme.cs blanc, il recrée une task en direct. C'est génial. Je l'ai regardé 10 fois cette vidéo. Je l'ai refait avec lui. Je l'ai même essayé de poursuivre pour aller jusqu'à la bout de l'implémentation parce qu'il ne l'a fait pas jusqu'au bout. On en a discuté pas mal avec Thomas. Je voulais vous la présenter ce soir, mais je n'ai pas 3 heures devant nous, donc ce sera compliqué, mais c'est sur mon repo, je vous montrerai. Voilà, petite introduction. On va faire vite fait une petite démo, juste pour que tout le monde soit d'accord, soit OK sur comment ça fonctionne. Alors, je travaille chez Microsoft, mais ce n'est pas pour autant que je suis bon designer. Hein. Voilà une WinForm. Voilà. Oh, j'ai relancé WinForm pour faire du... C'était fort. Oh, ça m'a fait tout bizarre. C'est bon, vous voyez à peu près qu'il y a un bouton. Alors, Customer, là, c'est un bouton. Hein, ça ne se voit pas très bien. Et je vous montre le code vite fait. C'est globalement, lorsqu'on clique sur le bouton, on va récupérer des clients qui sont dans une base de données. Je vais zoomer pour ceux qui ne voient pas très bien. OK. Et ce service, il n'y a pas d'A508, il n'y a rien pour l'instant. Hein. On est bas de gamme là. Hein. Et ce service, globalement, il va prendre une chaîne de connexion. J'ai fait un thread.slip juste pour qu'on ait le temps de discuter un petit peu entre nous. Hein, mais ça, ne le laissez pas dans mon truc en production. Ça m'est arrivé d'en trouver. Hein. On a débugué chez un client un ralentissement d'un process qui ne ralentissait pas avant. C'était parce qu'il y avait un thread.slip parce qu'un développeur avait oublié de l'enlever. C'était mal. Ah, c'était pas mal. J'avoue que sympa. Mettez un dièse if debug. Bon, bref, je vous fais pas mal de choses. On ouvre une connexion SQL, on récupère les données, blablabla, et on les renvoie. Évidemment, je suis sur mon bouton. Le fait de faire un thread.slip, ça va freezer le thread en cours, en tout cas sur lequel s'exécute la routine. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais lancer ce petit programme? Vous vous doutez bien que ça va mal se passer et que vous allez avoir ce fameux... Ah non, j'ai pas mis le bon démarrage. Globalement, ce qui va se passer, c'est ce qu'on a tous vu une fois dans sa vie. On clique sur un bouton, l'interface a frisé. Il y a une chance sur 2 qu'elle va mettre not responded. Voilà, ça y est. Ah, vous n'avez pas eu le temps de le voir et ça finit par arriver. En général, là, tout le monde pèse. Windows, c'est de la merde, blablabla. Enfin, vous connaissez quoi, la classique. Si ce n'est qu'on a juste récupéré des données sur le même thread qui a été bloqué pendant X secondes pour pouvoir récupérer les données sur une base de données et que forcément votre interface a frisé parce qu'elle n'est pas capable de rafraîchir. La boucle de message a été interrompue et est en pause le temps qu'elle revienne, ça frise, etc. Et là, Windows, lui, il essaie juste un peu
de caler, ils disent attention, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui est considéré, est-ce que tu veux que j'attende ou pas, voilà. Bref. Comment est-ce que l'on faisait à l'époque, avant Async-Await, pour résoudre ce genre de problème-là? Eh bien, il y avait une première méthode. Alors, attendez, que je me rappelle où si j'ai mis ça, pardon. Il y a une première méthode. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est pas là, c'est ici. Je ne vais pas changer le code de l'appel de la méthode. Je vais juste changer. Je ne vais pas changer le code de la méthode, mais plutôt le code de l'appel. À l'époque, on était beaucoup plus roots. Et ce qu'on faisait, on allait directement attaquer le thread pool. Soit vous créez votre propre thread et vous le lanciez, soit vous utilisez un thread qui était dans le thread pool, qui est donc une sorte de queue, dans lequel vous avez X threads, qui globalement est calculé par rapport au nombre de cœurs logiques que vous avez sur votre machine. C'est plus complexe que ça, mais globalement, on va la faire simple, c'est à peu près dans ce genre-là. Donc sur ma machine, j'en ai 24, un truc comme ça. Et il y en a un qui se libère, qui est donc disponible pour exécuter votre code. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et surtout, le problème que l'on doit surtout faire attention, c'est lorsque l'on part sur un thread qui n'est pas le thread appelant, pour pouvoir y revenir, vous avez ce qu'on appelle un contexte de synchronisation, qui porte plutôt bien son nom. Il va permettre de resynchroniser le contexte en cours, qui va permettre de rappeler le thread qui vous a appelé au départ pour pouvoir revenir dessus et continuer de faire ce qu'il y a besoin. Et ce qu'il a besoin de faire, c'est de demander à la listbox de se rafraîchir. Et tout ça ne peut se faire que sur le thread de la UI, qui est lui responsable de dessiner. Ok, ça, c'était l'ancienne méthode. Donc, si je fais ça, alors vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai mis un petit debug ici qui dit, avant d'appeler, je vous montre quel est le thread ID. Et pendant l'appel, dans la méthode, il y a la même chose. Et après, je fais un after. D'ailleurs, pour vous montrer, ici, je fais un current manage thread ID. Alors, si je fais ça et que j'exécute, vous allez voir que normalement, si j'ai bien codé, c'est-à-dire que si j'ai bien enlevé les bons commentaires où il fallait, peut-être que si je supprimais celle-là, ça serait mieux. Voilà. Donc ici, si je fais ça et que je remue, du coup, là, je peux remuer pendant 5 secondes puisque je ne suis plus sur le même thread UI. Et une fois que ça sera terminé, ça apparaît. OK. Et donc, comme je n'ai pas fait ça en debug, vous n'avez donc forcément pas... Le CTRL F5, c'est une maladie chez moi. Dès que je lance quelque chose, je fais CTRL F5, ce qui n'est pas bon, hein, puisque du coup, je ne le lance pas en debug. Hein. Et donc, du coup, si je fais juste F5, on va donc le lancer en debug cette fois-ci, qui va me permettre d'avoir les outputs dans ma console. Et donc là, vous voyez qu'ici, alors j'espère que vous le voyez parce que je ne peux pas zoomer dans cette petite fenêtre. Ici, vous avez, est-ce que vous voyez là le thread qui est marqué thread numéro 1? Sinon, vous avez un écran là-bas, il paraît qu'on le voit super bien. Après, donc, j'ai été exécuté sur le thread numéro 11, et quand je reviens, je suis exécuté sur le thread numéro 1 pour pouvoir terminer. OK? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on faisait depuis .NET 2, voire même 1.1 à mon avis. On n'était pas loin. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait déjà sur WinForm à l'époque, ils avaient fait un truc assez sympa qui permettait de ne pas avoir besoin de s'occuper du contexte de synchronisation, qui était finalement la même version que ce code-là, que je vais mettre en commentaire, si ce n'est que vous aviez cet appel au contexte de synchronisation qui était fait par le contrôle lui-même. Il y avait un invoke qui lui permettait d'invoquer sur le bon contexte d'exécution. Voilà, c'est la même chose. Je ne vais même pas leur exécuter, mais c'est exactement la même chose, sauf que vous n'avez pas besoin de savoir qu'il y a une synchronisation contexte, blablabla. Okay. D'ailleurs, sur WPF, pour ceux qui aiment ça, c'est la même chose. Si je vous montre WPF ici, donc superbe interface en WPF, ou pas. Bon, bref, voilà le code. Et le code, c'est la même chose, vous voyez, sauf que là, c'est dispatcher.invoke. Ce n'est pas le control.invoke, c'est une classe statique qui s'appelle dispatcher que l'on peut appeler et qui va faire exactement la même chose globalement. Okay. Et encore une fois, toujours pareil sur le thread pool. La prochaine démo, qui dure à peu près 1 heure, c'est je vous explique comment est-ce qu'on fait pour créer une task qui va amener à Async-Await en partant de cet exemple-là. Mais comme on n'a pas 1 heure, on va dire que la next step après ça, c'est l'implémentation d'Async-Await. Un mec qui s'est levé un matin qui a dit « je vais simplifier tout ça ». Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire du Async-Await avec ce qu'on vient de voir ici? Eh bien, au lieu d'écrire tout ça, hop, je prends donc ici ma méthode et je vais donc utiliser une méthode qui s'appelle getCustomerAsync qui va être appelée grâce au mot-clé await.
Et pour que je puisse l'appeler avec un await, il faut qu'ici, ma méthode soit marquée en tant que A5. Hop, elle l'était déjà. Elle l'était déjà. Voilà. C'est ça, quand vous répétez les démos, vous finissez par oublier ce qu'il faut enlever. Mais bon. Et lorsque vous allez voir mon Customer Service, le Get Customer, la seule différence, pardon, c'est qu'au lieu de renvoyer une liste de customers, je renvoie une task. La task étant cet objet qui va évoluer sur différents threads et qui va vous permettre de tout gérer pour vous. Vous voyez qu'elle est marquée A5. Et là, du coup, j'utilise toutes les méthodes qui sont marquées comme asynchrones. Vous voyez que j'ai un petit mot-clé qui s'appelle configure await ici, que vous allez voir à peu près partout dans mon code. Je vous explique juste après pourquoi j'ai mis ça. OK? Et donc, lorsque je fais ça, c'est beaucoup plus simple à écrire. Et surtout, pour nous développeurs, c'est procédural, c'est séquentiel. Je n'ai pas besoin de faire un invoke avec une lambda ou une autre fonction que j'appelle. C'est séquentiel, c'est beaucoup plus simple. Mais pourtant, derrière, c'est la même chose qui va se passer. Je vais quand même passer d'un thread à un autre. Et tout ça, c'est géré par moi, par .NET et par le mécanisme d'asynchronisme. OK? Et donc, évidemment, si je fais ça, je vais avoir exactement la même chose. Et je vais avoir le même système de thread qui va être appelé d'un point à un autre. Donc, premier thread numéro 1, numéro 11, c'est les mêmes threads, et numéro 1. OK? Donc voilà, c'est exactement la même chose, si ce n'est qu'on est beaucoup plus simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est qu'une task, etc., si vous avez déjà vu ça, mais juste je vous montre que globalement, c'est toujours une histoire de thread pool. Si vous avez besoin de voir comment marche un thread pool, j'ai ici l'implémentation complète de ce que c'est un thread pool qui va permettre globalement de recréer un thread pool et de pouvoir après utiliser async-await. Et finalement, ce que vous voyez ici, c'est mon implémentation à moi qui est bien naïve, aucune levée d'exception, aucune vérification de concurrence. J'ai juste une bonne vieille boucle qui crée autant de threads que mon nombre de processeurs. Et après, je mets ça dans une queue. Et dès que quelqu'un a besoin d'avoir un thread, je prends ma queue en cours, je lui envoie le thread, il exécute, je le récupère et je fais un post sur le contexte d'exécution. C'est basique. Et un thread pool, c'est 20 lignes de code. Et par contre, c'est 2 km de code pour vérifier la sécurité, la concurrence, etc. Mais le thread pool en lui-même, c'est 20 lignes de code. Bref. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, quelque chose d'assez marrant que je vois souvent, et j'avoue que même moi, j'ai tendance à faire l'erreur, ne confondez pas concurrence et multithreading. Okay, on a souvent tendance à dire oui, je fais du multithreading, oui, je fais la concurrence, oui, je fais la synchronie, c'est la même chose, c'est pas vrai. La concurrence, c'est le fait de pouvoir gérer plusieurs choses, j'appelle ça des tâches, de manière concurrente. Mais rien n'empêche votre processeur, votre système, d'exécuter ces tâches sur le même thread. Le multithreading, à l'inverse, je ne sais pas s'il n'y a pas encore des gens là-bas qui veulent rentrer, ou alors ils attendent dehors, je ne sais pas. Ah si, peut-être, ouais. Le multithreading, à l'inverse, c'est vraiment le fait de pouvoir délibérément créer des threads ou en récupérer du thread pool pour pouvoir faire une tâche. Un exemple tout bête, ici j'ai 2 fois une exécution de tâches. Vous voyez que globalement ce que je fais ici, donc chacune de mes tâches, globalement me donne le thread dans lequel je démarre, fait quelque chose et me donne le thread d'appel sur lequel j'arrive. Et je fais la première, ce qui est donc la version, je fais de la concurrence, et la deuxième, je fais du multithreading. Vous allez voir que vraiment, ce n'est pas du tout la même chose. Si j'exécute ça, là, ça va être assez visible. Regardez, ce n'est pas parce que j'ai demandé à avoir des tâches qui sont donc asynchrones qu'elles ne démarrent pas forcément sur le même thread. D'ailleurs, sur le premier exemple, les 3 tâches que j'ai démarrées de manière concurrente ont toutes démarré sur le même thread. Par contre, elles ne sont pas revenues sur le thread d'appel. Okay, elles sont revenues sur un thread dispo. Dans ma queue, ici, là, quand on m'a dit j'ai terminé, j'ai pris le premier thread qui se présentait et je lui ai envoyé la suite. Par contre, quand je fais du multithreading, alors pardon, je ne vous ai pas montré le code. Sur le multithreading, ce que je fais ici, je me passe du thread pool et je crée mon propre thread. Je vais y arriver. Et à ce moment-là, vous voyez qu'au niveau du résultat, c'est complètement différent, puisque là, vous voyez que je démarre 3 threads différents et je reste sur ce thread jusqu'à la fin de l'exécution. Okay, donc attention de ne pas confondre
concurrence et multithreading. On peut faire de la concurrence sans multithreading, on ne peut pas faire de multithreading sans concurrence. C'est approximatif, mais si déjà vous retenez ça, c'est déjà pas si mal. Allez, let's go. Donc ça, c'était vraiment le plus dur de la session. Maintenant, tout ce que je vais dire, c'est facile. On a parlé de configure await. Configure await, à quoi ça sert? Je vous ai dit que lorsque l'on appelle quelque chose de manière asynchrone, le await me renvoie sur le même thread. On l'a vu sur WinForm. J'étais sur le thread numéro 1, il exécute quelque chose sur le thread numéro N, et il revient sur le thread numéro 1. C'est important parce que je dois absolument revenir sur le thread appelant pour que mon UI fonctionne. OK? Par contre, ça le force à se souvenir du thread qui a été appelé, et surtout, ça le force aussi, lorsque je fais un post, à dire au thread pool, attention, le thread appelant c'était le 1, et je veux que tu rappelles l'exécution sur ce thread-là. On va donc entendre être sûr que le thread numéro 1 soit disponible pour pouvoir appeler la suite. Donc, c'est un effort, quelque part. OK? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, lorsque vous faites du async await, la première chose à se dire, c'est est-ce que j'ai besoin de rappeler mon thread appelant? Oui ou non? OK? D'abord, il faut savoir si votre thread appelant a un contexte de synchronisation ou pas. S'il a besoin de se resynchroniser. En général, je vais vous la faire simple. En général, tout ce qui est UI a un contexte d'exécution. WinForm, WPF, Xamarin, Maui, blablabla, WinUI, Blazor, ils ont un contexte d'exécution parce qu'ils ont ce fameux thread de l'UI. Encore une fois, c'est une version simplifiée de ce que c'est, mais on fait simple. Okay, si vous êtes dans ASP.NET, avant .NET Core, il y avait aussi un contexte de synchronisation, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans ASP.NET de base. Vous n'avez plus besoin. La règle est donc, le configure await, c'est important si vous êtes, par exemple, dans une librairie. Moi, je développe une librairie qui est en open source sur GitHub. J'ai une règle spéciale que vous pouvez rajouter dans Visual Studio qui me lève une erreur si jamais j'ai oublié de mettre un configure await false. Puisque moi, j'ai une librairie qui peut être utilisée depuis n'importe quel environnement, que ce soit ASP.NET ou une application WinForm. Mais une application WinForm, c'est elle qui va faire un await sur mes méthodes et c'est elle qui a besoin de récupérer sur le bon thread. Moi, ma méthode à moi, elle s'en fout. Donc, ce que je fais, c'est que dans toutes mes méthodes, dès que j'appelle un await, je fais un configure await false. J'en ai des centaines de milliers dans mon code, mais j'ai des configure await false partout. Comme ça, au moins, je suis sûr que je peux utiliser le nombre de threads disponibles. Ce qui fait que du coup, quand moi, j'ai dans mon graphe de threads, quand j'ai fait une grosse exécution, au lieu d'en avoir 4 ou 5 qui ont été utilisés parce que chaque fois, je reviens sur le même, j'en ai peut-être 20. Alors, en termes de débugage, c'est plus compliqué, mais en termes d'efficience, je suis beaucoup plus efficient. En termes de perf, je n'ai pas su le calculer. Parce que le jour où je me suis dit, tiens, il faut que je mette des configure await false parce que je me suis rendu compte que de revenir sur le thread courant, ce n'était pas une bonne idée, je n'ai pas pensé à faire un snapshot et tout pour pouvoir faire un test. Il faudrait que je remplace tous les configure await false par une variable que je mettrai à true ou false pour faire une... Voilà, je n'ai pas fait. Mais si vous voulez être propre sur vous, eh bien, globalement, il faut mettre du configure await false à partir du moment où vous n'avez pas besoin de revenir sur le contexte d'exécution. D'ailleurs, pour vous donner une petite idée, hein, ils ont fait un gros travail de refactor sur le framework. Et par exemple, voilà un truc que j'ai trouvé sur .NET, alors qui date de 2019, dans lequel ils avaient oublié de mettre du configure await false sur quelque chose. Voilà, donc ils ont fait un gros travail de refactoring pour mettre ça à jour. Entity Framework, ils l'ont mis à jour il n'y a pas très longtemps. Ils n'arrêtent pas de dire oui, non, ça ne sert à rien, et puis finalement, ils sont rentrés dans le rang. Moi, j'ai fait une mission de conseil sur ça, ouais, avec les mesures. Ah ouais, tu as fait les mesures? Ah ben, je suis curieux d'avoir... on a gagné, ça faisait 25%. Ouais, alors si tu as une machine qui a peu de corps, tu ne vas pas voir trop la différence, mais si tu as beaucoup de corps, ça peut avoir une Puis après, ça, vous devenez fou, vous avez fait un gros bousin qui fait partir le processeur à 100%, et puis vous en avez 14 qui sont à 0. Là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà, c'est ce genre de truc-là. Parce que vous forcez le framework à revenir toujours sur le même thread.
Alors, globalement, c'est pour ça que moi, dans mon code ici, dans celui-ci, eh bien, j'ai des configure await false. Attention, hein, lui, ce await ici, là, qui va globalement, alors plutôt, attends, c'est que j'ai un await qui est un peu plus intéressant. Celui-ci, là, ce reader qui fait un A5, lui, il n'a pas besoin, le reader ici, d'être sur le même, et globalement, cette exécution-là, d'être sur le même thread que celui-ci, là. On s'en fout. On n'est pas sur la UI, là. On est dans une méthode qui s'exécute sur un thread séparé. Par contre, l'appelant, lui, là, celui qui est ici, view code, celui qui est ici, là, lui, il a besoin de savoir. Tiens, d'ailleurs, test. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça plante? Ouais, j'ai mis configure await false. Attends, ne bougez pas, on ne le voit pas. Hop, je le mets ici. Là, j'exécute. Thread numéro 1, il exécute sur le thread numéro 7 et il revient sur le 5. Mais comme je suis sur le 5 et je ne suis pas sur le thread UI, pas d'exception, mais j'ai rien. Je suis parti dans le void, dans le warp, s'il y en a qui connaissent. OK? J'ai vu personne sourire, vous n'avez pas la référence là? Ah si, quand même, j'en ai un ou deux quand même. OK? Donc, configure await, il n'y a pas d'exception, non? J'étais moi aussi étonné, j'avoue que j'avais dit la même chose que toi. Je pensais qu'il y aurait une exception, mais vous êtes sur un autre thread, donc l'exception est sur l'autre thread potentiellement. Ouais. Donc la règle de base, si vous êtes dans une bibliothèque, vous mettez du configure await false pour être propre sur vous. Si vous êtes sur une UI, mettez pas. Sur ASP.NET, j'en mettais partout à l'époque, et depuis ASP.NET Core, il n'y a plus besoin. Sur vos API, sur votre développement ASP.NET, vous n'avez pas besoin de mettre une configure await false parce qu'il n'y a plus de contexte de synchronisation. Je vais y arriver. OK. C'est bon pour ça? Allez, ça c'était la démo. Ah oui, alors autre chose. Donc, en fait, j'ai plein de petits tips hein, pour faire. Ouais, je t'écoute. Ta librairie est appelée par un contrôleur ASP.NET. Mais en fait, dans ta librairie, tu as le point d'entrée, c'est ta méthode qui est marquée avec A5. Mais c'est l'appelant qui a besoin de faire un configure await false pour être sûr de rester ou de partir sur un thread différent. Toi, quand tu es dans ton A5, tu es dans ton thread, et c'est ce que toi, tu vas appeler à l'intérieur qui a besoin de savoir. Donc, en fait, ta bibliothèque, ma bibliothèque, elle peut être utilisée depuis un contrôleur ASP.NET ou depuis une application WinForm. Mais ce n'est pas grave, puisque moi, je suis dans un thread, et ce thread-là, je n'ai pas besoin de revenir, quelle que soit la méthode que je vais faire à l'intérieur, quelle que soit la fonction que je vais appeler, je n'ai pas besoin de rester dans ce thread-là. Après, quand je repars, c'est l'appelant qui m'a dit, moi, il faut que je fasse attention. Donc, moi, je t'ai appelé sur le 12, il faut que tu reviennes sur le 12. Et c'est son A5 await, lui, c'est son await à lui qui va s'assurer de ça. C'est sa tâche à lui qui la déclare et qui va s'assurer de ça. Moi, une fois que tu es rentré chez moi, je m'en fous. Donc, petit tips, faites une librairie, configure await false, vous mettez la règle dans votre Visual Studio pour être sûr qu'il vous fasse péter une erreur si jamais vous ne le faites pas. Si vous êtes dans une application UI, vous ne le mettez pas. La règle, c'est analyzer. C'est dans un analyzer, oui. Dans un analyzer, pardon. Si tu veux le voir, c'est... attends, je l'ai mis quelque part. Ah non, je ne l'ai pas mis. Bon, il y a une règle. Si, voilà. C'est la consider calling configure await on the awaited task. Voilà, donc vous mettez cette... c'est mon accent anglais. Vous mettez cette règle-là et vous êtes tranquille. Vous avez une nouvelle version qui va arriver avec .NET 8. Je vous avoue que je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler sur un projet qui ne focus que .NET 8, puisqu'on est souvent rétro-compatible avec .NET 5, 6, 7. Donc, vous avez une nouvelle énumération. Pour être très honnête, de tout ce que j'en ai lu, elle est vraiment, les deux nouvelles énumérations qui correspondent à force yielding et le suppress throwing sont assez peu utilisées. Il faut vraiment avoir un cas particulier. Donc, surtout le suppress throwing, vous avez une tâche qui part en erreur et vous dites que vous supprimez que vous enlevez l'exception qui est levée. Bon, il faut vraiment en avoir utilité. Voilà, mais vous avez une nouveauté dans .NET 8 et je n'ai pas encore vu l'intérêt. Ça viendra sûrement avec des exemples qui vont arriver, mais pour l'instant, peu. Bref. Donc voilà, configure await, use it in library, don't use it in your UI application et ASP.NET.
OK. Ah, le wait result, get await turn, get result. Celle-là, j'en ai vu des milliards. Donc, de base, on ne l'utilise pas, hein, puisque le wait, globalement, va vous permettre d'appeler une méthode async, qui doit renvoyer normalement une task, sans avoir besoin de faire un await. Okay, des fois, on est dans des méthodes qui ne peuvent pas être marquées en tant qu'async. Et là, on fait un bon point wait ou un point result, et c'est la catastrophe. Pourtant, et on vous dit, faites un getAwaiter.getResult, qui globalement va vous faire à peu près la même chose. Et en fait, si vous regardez bien le code qui est généré, eh bien, le getAwaiter.getResult va appeler le point wait et le point result under the hood. Alors, pourquoi est-ce que l'on dit qu'il ne faut pas appeler ni l'un ni l'autre? Bien, tout simplement parce que le point wait et point result, il va agréger toutes les méthodes, toutes les exceptions dans une exception qui s'appelle la aggregate exception. Globalement, voilà à quoi ça ressemble. Vous faites un task.wait, vous avez un aggregate exception et qui globalement va vous renvoyer un ensemble d'exceptions que vous pouvez parcourir. Alors ça, c'est facile quand vous n'avez qu'une seule méthode qui fait un point wait et que vous avez au-dessus le try-catch sur lequel vous allez le traiter. Mais si vous avez, comme moi, une grosse librairie, comme vous, une application où il y a des milliards de classes, des milliers de classes et des centaines de façons de catcher une erreur, vous allez très très vite vous rendre, devenir fou avec ça. OK ? Donc n'hésitez pas à ne pas le faire. Le getAwaiter.getResult, lui, par contre, va vous donner la véritable exception. Oui, parce qu'en plus, là, comme il vous renvoie une aggregate exception, si vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé, il y a eu un IO input exception, il y a eu, je ne sais pas, n'importe quoi, il faut aller les parcourir, chacune de ces erreurs. Et quand vous êtes tout en haut de votre brique, que vous êtes au niveau de la UI et que vous avez fait un catch dans lequel vous avez une exception et que vous mettez message box de mon exception pour un message, vous n'avez pas le détail. Il faut dire, attendez, si mon exception, elle est de type aggregate, le vieux cas borderline de parce que j'ai pas utilisé un point wait quelque part, alors il faut que je la caste en aggregate exception et que je parcours la liste de toutes les exceptions, qui 99% du temps, il n'y en aura qu'une, pour dire que c'était une invalide UI exception, operation exception. Alors que le getAwaiter.getResult, lui, va vous renvoyer le message directement. C'est la seule différence. Quand des ayatollahs vous disent « Ah, il ne faut pas utiliser le point wait ou le point result », maintenant vous pourrez dire pourquoi. C'est juste une histoire d'exception. Si dans un monde rêvé, vous n'avez jamais d'exception dans votre logiciel, vous pouvez utiliser n'importe lequel des trois. Autre chose, async void, ça aussi. Quand on fait du async, on peut faire du async void. D'ailleurs, on l'utilise notamment pour tout ce qui est event handler, pour les boutons dans vos UI. Vous ne pouvez pas déclarer un bouton et le marquer async task. Pourquoi? Parce qu'un event handler, qui est donc un délégué, ne renvoie rien. C'est un délégué void. Donc, on ne peut pas lui dire qu'il renvoie une task. Donc, on ne peut pas le marquer en tant qu'async. Donc, ça n'existe que pour ça. Soyons bien clairs, c'est tout. Mais du coup, comme ça existe, vous pouvez l'utiliser. Et le problème que l'on va avoir, c'est que ça va vous embêter au niveau des exceptions. Des mots. Alors, async void. Voilà un truc tout bête. J'ai donc une méthode ici qui s'appelle doStuff, parce que j'ai une imagination de fou pour les noms de méthodes. Et cette doStuff va lever une exception, qui est une invalid operation exception. D'accord? Et elle est marquée async void, parce que dedans, j'ai une routine qui fait un await. Je vais chercher dans une base de données. Là, j'ai fait un delay pour utiliser un await. OK? Rien de mal. Alors, si vous lisez mon code, donc je vais essayer de le voilà, vous l'avez. Qu'est-ce qui se passe dans mon code ici là? À la fin, voyons voir, question lambda. À la fin, qu'est-ce qui est écrit dans ma console? Alors Guillaume, c'est faux, mais c'est ce que j'ai dit aussi. Normalement, vous avez un try-catch. Hein? Donc, au moins, vu qu'on est... Alors là, on peut imaginer qu'on est dans votre UI, sur le niveau du bouton, et là, vous avez un try-catch, vous dites, de toute façon, quoi qu'il se passe dans ma vie et dans la vie de ma routine, dans tous les cas, j'ai un try-catch, je suis safe. OK? Ça ne peut pas planter.
je vais livrer en production chez mon client, ça ne peut pas planter, j'ai un try catch au plus haut niveau de ma vie, ça ne peut pas planter. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Ça va planter en interne. Mais comme vous avez un try catch au plus haut niveau, vous vous dites, c'est bon, je veux au moins parler qu'il y a une exception qui s'est passée, mais au moins, je n'ai pas l'interface qui freeze avec Windows, want to restart, blablabla, hein, puisque je gère. Tout est géré. Non, mais je n'ai pas de wait parce que ici, je l'ai marqué en tant que do stuff. Je ne peux pas faire un no wait parce que ça ne renvoie pas une task. OK? Mais au moins, ça me permet d'appeler no wait sans avoir besoin de faire sans besoin d'avoir besoin de la marquer A5 ou de faire un no wait dessus. Et là, ce qui m'intéresse ici, globalement, c'est comme je ne fais pas un no wait, je me dis, tiens, je vais faire ce qu'il y a dans cette routine et avant même d'attendre qu'elle se termine, c'est un peu un fire and forget. Je veux pouvoir directement passer. Ça fait son histoire de log, ce que vous voulez, et après, je récupère la main, je continue. C'est un peu ça l'idée de ce morceau de code-là. Sauf que, évidemment, ça ne va pas bien se passer. Donc, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça se passerait bien si jamais il n'y avait pas d'exception qui était levée. Hein. Toujours pareil. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça plante. Pourtant j'ai un try catch ici, là. Et pourtant, j'ai une exception qui est levée. Alors, pardon, elle est levée parce que je suis dans le code. Mais si je fais F5, j'ai mon application qui a planté. Et d'ailleurs, si je regarde ma trace, j'ai bien une exception qui est levée. Donc là, vous avez gros freeze de votre écran. Et pourtant, vous dites, mais pourtant, j'ai un try catch de plus haut niveau, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, votre fire and forget ne marche pas. Et l'exception, qui n'est pas sur le même thread que le thread appelant, ne passe pas par le contexte d'exécution. Elle n'est pas rapatriée sur la boucle de l'appelant. Et vous la perdez. Et là, vous avez tout qui plante. Okay, donc, le async void n'est pas bon. Il ne faut pas le faire. Il faut éviter de faire ça. Si vous voulez faire un fire and forget, il y a un truc tout bête à faire. Le problème du async void, le seul problème qu'on ait, c'est la propagation des erreurs. Mais vous pouvez très bien faire un truc dans le genre, tiens, je vais faire, je ne sais pas moi, je vais déclarer une action qui est donc exception handling. On va dire qu'elle renvoie une exception. Voilà, si j'arrive à écrire avec mes doigts. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, si jamais j'ai une erreur, donc là, tout ça, on va mettre ça dans un try catch. Voilà, et ici, je fais tout ça. Tic, 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 tic. Je mets tout ça là-dedans. Et si j'ai un try catch, si j'ai un catch ici, je le throw et je dis exception handling de mon erreur. Ce qui va me permettre globalement ici de renvoyer mon erreur en appelant. Et mon appelant ici, il est capable de dire si j'ai une erreur, donc là, il y a une exception qui arrive, qu'est-ce que je fais? Eh bien là, je fais un console.writeLine de ça. Là. Ça marche. Alors ça marche, j'en sais rien. Voilà globalement une des façons de faire pour pouvoir gérer ce genre de cas-là. Et là, j'ai vraiment un fire and forget qui me permet de globalement pouvoir envoyer une task et pas m'occuper de savoir ce qui va se passer. Ça, c'est bien quand on fait du logging, qu'on n'a pas envie d'attendre le await, du logging ou ce genre de truc-là, quoi. Ou une grosse tâche. Bon. Par contre, vous ne récupérez pas le thread, sauf dans... Pardon. Sauf si, encore une fois, vous mettez une deuxième action. Ce n'est pas le top, mais ça existe. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai créé une petite méthode d'extension qui fait exactement ça. Le fire and forget async. J'ai juste wrappé tout mon code, qui est donc async void ici, dans une task qui va exactement faire ça. Et comment est-ce qu'on l'appelle? Je viens ici, je vais juste prendre, alors du coup, je vais prendre le code directement. C'est exactement ce que je fais ici. Hop là, je fais mon do stuff. Et là, je dis globalement, pardon, du coup, il faut que je vire tout ça. Excusez-moi. Allez. Alors, j'aime pas. Hop là. Donc ici, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ah oui, parce que du coup, maintenant que vous avez une méthode d'extension qui fait le async void pour vous, surtout, vous arrêtez de me faire du async void de votre côté. Donc là, vous faites un task comme il faut, vous faites un await, vous faites votre throw s'il y a besoin. Ici, vous devez être en async task aussi, sinon ça ne va pas marcher. Et ici, vous faites un await, do stuff,
Alors, qu'est-ce que ah non, pardon, du coup, j'ai pas besoin ici. Pardon, autant pour moi. Et donc ici, globalement, vous allez pouvoir faire votre do stuff. Il va donc continuer l'exécution. Et si jamais il y a une erreur, vous allez pouvoir la catcher. Vous aurez tout le code sur mon repo. Je vais un petit peu vite, mais vous aurez tout sur mon repo, c'est sur mon GitHub. Donc là, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Donc là, on continue parce que tout va bien. On arrive au done, mais j'ai quand même une exception qui est apparue, qui monte quand elle monte, que ce soit avant ou après le done, peu importe. Et au moins, vous êtes capable de gérer. C'est le fire and forget. Il y en a des versions beaucoup plus évoluées sur le net si vous cherchez, mais c'est un petit peu l'idée. Le async void, pas bien. Par contre, dans une méthode, vu que vous êtes au plus haut niveau sur votre handler, vous n'avez pas le choix, vous pouvez correctement catcher vos erreurs. Mais faites attention à ça. Alors, ça c'est bon. J'en étais où? Pourquoi est-ce que je suis parti si loin là? On était là. Allez, je me dépêche. Ah oui. Les dramas sur. Vous savez que dans .NET et sur Async Await, il y a des dramas sur Internet. J'adore. Est-ce qu'il faut ou pas retourner les tasks directement si vous pouvez le faire? OK? Ah, alors ça, j'en vois des non, je vois des oui, ça commence. Globalement, sur mon exemple, est-ce qu'il faut faire la première ligne ou est-ce qu'il faut faire la deuxième? Si vous regardez la première, j'ai une task qui renvoie directement à une autre task sans avoir besoin de faire un await. C'est-à-dire qu'au lieu de renvoyer, au lieu de déclarer un autre thread pool qui va renvoyer, qui va ouvrir dans le pool de thread pour déclarer, bon, bref, tout ça, je renvoie directement la référence de ma task. Est-ce qu'il faut faire ça ou pas? Ou est-ce qu'on fait, globalement, eh bien, je fais un await, un async, malgré le fait que j'ai rien d'autre à faire dans mon truc. Ici, évidemment, si dans votre code, vous avez des choses à faire avant ou après, la question ne se pose pas. C'est vraiment si jamais vous n'avez rien d'autre à faire que de renvoyer votre task, voire de faire des actions avant qui ne soient pas asynchrones. Ça, c'est un gros drama. Et la réponse, c'est ni oui ni non. Hein, il n'y a pas de vraie réponse. D'ailleurs, pour l'info, monsieur... Alors, il est où, Pépère? Il est où, Pépère? Il est là. Alors, c'est... là. Prefer async await over directly returning task. Et lui, il dit que ça c'est pas bien. Et ça, c'est mieux. Je l'ai paumé? Ah, foiré. J'ai zoomé pour que ce soit mieux pour vous et je me suis fait avoir. On est bien d'accord. Là. Donc, pour lui, il ne faut pas... mais c'est pas possible. Le mec ne peut pas s'empêcher d'appuyer sur tout ce qui se passe. OK, je vous promets, je lâche la souris. Il ne faut pas directement renvoyer une task. D'accord? Alors, je vous explique. Merci de ta transition, Younus. C'est que... Ça... Younus, ça fait 15 ans qu'on se connaît, vous avez un peu la complicité des gars, quoi. Putain. Allez. Alors, il est où? C'est là. Alors, voilà le truc. J'ai fait un benchmark. J'ai utilisé l'outil de benchmarking, benchmark.net, et j'ai fait deux benchmarks. Un qui fait le await, async await, et l'autre qui ne fait pas. Je ne fais rien. Je ne fais pas d'allocation, je renvoie une chaîne de caractères vide, je fais juste un appel sur une task. Je ne peux pas faire plus minimum que ça. Ça prend un peu de temps. J'ai donc fait un screen de ce que ça donne. Voilà les résultats devant vos yeux ébahis. Alors, on va s'intéresser la première colonne et la dernière, qui sont les plus, on va dire, importantes. L'allocation d'une task sur la stack, sur la heap, puisqu'une task, c'est un objet, ce n'est pas une structure. Donc, il y a le garbage collector qui va passer. OK? S'il y en a qui tombent, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. C'est 72 bytes. Dans le deuxième cas, j'ai créé deux tasks. OK? Puisque j'ai fait un await directement depuis un return. Dans le deuxième baissement, vous êtes d'accord? L'appelant fait un await
Et ma routine, qui est donc le task awaited, lui aussi fait un await. Donc j'ai deux tasks, donc 2 instances, donc j'ai 144 bytes. Et au niveau de la moyenne d'exécution, je suis à 4 fois plus. 13 nanosecondes. Donc là, vous me dites, non mais Seb, tu as trop raison, je ne fais pas le wait quand je n'ai pas besoin. La perte de performance de ouf. Mais David Fowler, mais tellement il n'a pas raison. Sauf que, maintenant, je fais juste, au lieu de renvoyer directement rien du tout, je renvoie juste un truc qui va m'ouvrir un fichier qui fait genre, voilà, 7 lignes. Enfin, même pas 7 lignes. Rien du tout. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, je fais le même code et j'appelle juste, au lieu de faire un return task de mon string, je rappelle juste un truc qui fait file open. Vraiment, c'est bas de gamme. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que de suite, les différences de performance ne sont plus notables. Vous ne pouvez pas me dire que des microsecondes entre 96 et 100, c'est notable. Vous ne pouvez pas me dire que 9,84 kilobytes, il y a une différence avec 9,75 kilobytes. Je vous rappelle que quand on démarre Teams, il me prend 800 mégas sur ma machine. C'est enregistré? Ah merde. OK? Donc, ce n'est pas notable. Ce n'est pas vrai de dire que c'est plus performant. Ça n'a absolument aucune valeur. Alors, maintenant, la différence. La différence en termes de pure fonctionnalité, au-delà des performances, c'est que lorsque vous renvoyez directement une task, si vous avez une erreur, encore une fois, c'est l'histoire d'erreur, si vous renvoyez directement à la task, vu que vous renvoyez directement un pointeur sur une task, que vous changez le pointeur, vous n'avez pas de levée d'exception. Si j'ai une exception qui arrive dans ma sous-routine, ici, là, si je mets un await, vous allez voir que si jamais j'ai une exception, j'ai donc c'est get order awaited task, j'ai ici l'exception qui me revient bien, qui me dit attends, là, ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que là, j'ai déclaré une nouvelle task et je peux donc savoir que quelque chose s'est passé. Si j'envoie directement un pointeur, eh bien là, il me dit non, mais de toute façon, tu m'envoies un pointeur ici, rien ne s'est passé qui a planté. Donc en fait, au niveau de mon exception, je ne sais pas que mon exception a eu lieu pile poil ici, dans ce get orders not awaited task. Parce qu'il n'y a pas eu d'exception là. Mais c'est vraiment là ici qu'il faut que je débug. Okay, donc le problème, c'est aussi encore une fois, sur tout ce qui est call stack, savoir où se passent les choses. Mon avis, à moi, c'est que dans ma bibliothèque, la plupart du temps, je renvoie directement à la task. Mais c'est mon choix. Si vous faites un await, je ne vous en voudrais pas. Je ne suis pas en mode consultant, dire le configure await, je vais faire plus attention, mais ça, c'est pas grave. Si vous le savez, et si vous êtes conscient que si vous avez une routine où il y a 18 lignes de code, et à la fin, vous faites directement un return de votre task, ces lignes de code étant synchrones et qu'il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas de levée d'exception sur cette fonction-là, sur ce stub-là. Okay, moi, j'ai des interfaces, toujours pareil, dans un des outils que je développe, j'ai des interfaces que j'implémente et c'est une factory qui les appelle. Et en fait, c'est une ligne. En fait, c'est juste un passe-plat. Pour moi, c'est un proxy. Hein. Donc, en fait, pour éviter de faire ça, je fais directement une lambda et j'appelle ma factory. Et donc là, je renvoie directement à la task. Je n'ai pas besoin de savoir que l'exception est apparue dans ce stub-là. Okay, donc, il n'y a pas de vraie réponse. Pourquoi est-ce que David Fowler, il dit qu'il ne faut pas le faire et qu'il vaut mieux faire du await? Parce que lui, il part du cas global que la levée d'exception, c'est important de savoir où se passe le problème. Si vous savez pourquoi vous le faites, c'est moins important et au moins vous êtes conscient de ça. Et vous allez voir que si vous cherchez sur YouTube, quand j'ai préparé cette presse, j'ai fait beaucoup de recherches évidemment pour savoir un petit peu ce qui se disait. Il y a plein de gens qui ont fait des dramas, jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo où le mec fait le benchmark, et je trouve ça super intéressant, et qui dit soyons pragmatiques, vous ne verrez jamais la différence en termes de perf. La seule différence qui peut être notable pour vous, c'est sur tout ce qui est debug. Ok. Ça, je vais passer assez rapido. Task Completion Source, c'est quelque chose qui permet d'encapsuler tout ce qui est legacy. Des fois, vous avez des méthodes que vous ne pouvez pas rendre async await parce qu'elles viennent du legacy, parce que vous n'avez pas accès au code source. Vous pouvez les prendre en tant que méthode async await en utilisant le Task Completion Source. OK. Globalement, ici, si je vous montre vite fait la démo sur ce que j'ai,
Je ne vais pas la tourner, mais je vous la montre vite fait. Elle est ici. Ici, j'ai un legacy, qui est un web legacy authentication, qui permet de faire de l'authentification. Il fait un thread à la mano, à l'ancienne. Okay. Et si je veux pouvoir transformer cette méthode en méthode async await, mais que je n'ai pas accès au code source, eh bien, vous pouvez utiliser un task completion source. Et ma version en moi, elle est ici. Donc, je fais un async await. Donc, je fais une méthode asynchrone avec authenticate async. Je déclare zip. Je déclare ici mon token, mon task completion source. Je fais mon bousin avec ma vieille DLL, ma vieille méthode d'assembly. Et lorsqu'elle a terminé, je fais un setResult qui va permettre de renvoyer la réponse à vos threads appelant. Et si jamais il y a un problème, je fais un setException. Le task completion source, ça existe depuis très très longtemps. Moi, je l'utilise depuis très très longtemps. Mais il y a peu de gens qui connaissent. Et qui permettent vraiment de vous sortir de la bidouille que vous faites pour maintenir un code existant sur lequel vous n'avez pas accès. Donc ça, c'est super intéressant. Je ne vais pas plus loin parce qu'on est déjà en retard si je ne m'abuse. Non, on a commencé tard aussi, hein, on a commencé à Icara. Très bien. Voilà pour ça. Value Task. Un nouveau truc est apparu aussi dans .NET 5 ou .NET Core, je ne sais plus. Value Task. Ah ben c'est marqué. C'est marqué. Excusez-moi, c'est dans .NET Core. Ouais. Je vous jure, je n'ai pas regardé le slide. Value Task, ça permet de remplacer des tasks. Aujourd'hui, au lieu de renvoyer task, vous pouvez renvoyer value task. La task, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est allouée sur... Merci. Il y en a au moins 2 qui ont écouté, ça me fait plaisir. Donc, c'est un objet managé. Il y a le garbage collector qui passe. Donc, tout ça, ça prend du temps. Pas d'argent, mais ça prend du temps. Quoi que si. La value task, c'est une structure. Donc, elle est sur la stack, elle est plus performante et elle permet de se passer du garbage collector. Évidemment, elle a d'autres problématiques. Vous ne pouvez pas l'appeler depuis un autre thread, vous ne pouvez depuis un autre appelant. Il y a plein de restrictions liées à la structure, mais ça permet d'avoir ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé ça? Eh bien, souvent parce que la plupart du temps, vous pouvez avoir des méthodes qui font un await et après, je vous montre la démo, ça sera beaucoup plus parlant. Ici, j'ai une démo dans laquelle j'ai toujours pareil, le customer service ici, dans lequel, donc j'ai un peu amélioré mon customer service là, qui va récupérer mes clients. Et ce que je fais, c'est que je récupère les clients. Les clients, ça ne bouge pas tous les 4 matins, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je travaille, contoso.com. Et donc, ce que je fais, c'est si jamais je les ai récupérés une fois, je les mets dans du cache. Et du coup, je leur envoie directement. Si jamais je n'ai pas de cache, à ce moment-là, je vais tout récupérer et je la mets dans le cache. Ce qui fait que du coup, donc là, j'ai une task de base. Ce qui fait que du coup, dans 99,9% des appels, sauf le premier, je serai toujours depuis mon cache dans lequel je ne fais jamais d'await. Pourtant, je crée quand même une task qui va donc être allouée. C'est dommage. L'appel est le même. Et dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire pour gagner un pouillème de performance, c'est de transformer cette task en une value task, qui est ici. Donc, c'est la même chose. Oui, je remplace task par value task. Value task, elle est bien, parce c'est donc une structure qui va donc être allouée sur la stack, qui va donc pouvoir gérer votre task comme d'habitude, mais surtout, qui va, lorsque vous arrivez dans ce cas-là, va ne pas avoir besoin de créer une task sur la heap. Et ça, c'est plus performant. Et là, par contre, vous commencez à avoir des gains de performance assez significatifs, surtout si vous avez des milliers d'appels à votre routine. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, l'appel, il reste complètement équivalent. Il reste complètement équivalent. C'est exactement la même chose. Vous voyez, je fais un await dans les 2 cas. D'accord?
Donc, value task, c'est bien. Est-ce qu'on doit l'utiliser tout le temps? Est-ce qu'on doit l'utiliser tout le temps? Parce qu'on me dit, ouais, finalement, autant mettre ça partout. Alors, non. Au niveau des benchmarks, au niveau des benchmarks, là, c'est ce que je vous disais. Vu qu'on a l'oupa sur la HIP, il n'y a pas d'allocation de votre task. Donc, 0 allocation, pas de gen 0, pas de garbage collector, etc. Bref. Est-ce qu'on doit le remplacer? Est-ce que je dis, finalement, je remplace toutes mes tasks, je mets value task, dans le meilleur des cas, ça fera le café? Non. Parce que quand même, la task, c'est ce qu'on utilise par défaut. Et si de temps en temps, vous avez une value task qui passe par là parce que vous estimez que c'est plus performant, faites-le. Mais ne vous contraignez pas à utiliser que des value tasks. Par défaut, utiliser une task, c'est pas grave. Okay, pendant des années, d'ailleurs, on a fait ça. D'ailleurs, les micro-benchmarks disent que faire un no-wait sur une task, c'est plus rapide qu'un no-wait sur un value task. Mais bon. Il y a plein de cas dans lesquels il ne faut pas utiliser value task. Un truc tout bête, c'est si jamais vous avez besoin de faire des multiples awaits sur votre task. Vous avez une task, vous pouvez faire deux awaits dessus. Il ne faut pas le faire avec un value task parce que vous perdez la référence. Il y a 2-3 cas comme ça dans lesquels il ne faut surtout pas utiliser value task. Donc, comme je vous dis, portez sur une task classique. Et si vous vous rendez compte à un moment donné que vous avez une routine dans laquelle vous l'utilisez peu, vous utilisez peu de await, parce que vous avez un système de cache par exemple, là vous pouvez passer, vous pouvez migrer. IA5 Disposable. Donc ça a été implémenté dans C# 8. Ça permet de faire un no-wait using. Donc le using implémente eDisposable qui va vous permettre de disposer toutes vos ressources et vous pouvez faire un no-wait dessus. IA5 Disposable, il faut évidemment implémenter 2 interfaces. Alors évidemment non, il faut implémenter 2 interfaces, IA5 Disposable, mais surtout il faut aussi implémenter Disposable. Alors ça on rentre un peu dans des trucs, est-ce que j'ai besoin de faire ça ou pas? Je vous montre vite fait moi pourquoi je l'ai utilisé. Le code est un peu barbare, mais je vais vite vous montrer. Alors ça, je l'ai fait IA5 Disposable, il est ici. Hop là, voilà. Donc toujours dans l'histoire de récupérer mes clients. Ici, j'ai un IA5. Donc j'ai décidé de faire un IA5 Disposable. Donc j'implémente mes 2 interfaces. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que dans ce runner ici, ce SQL Connection Runner, je vous montre à l'utilisation, ce sera plus simple. Après, je vous montrerai le code. Ici, alors vous savez que quand je fais, alors ça a été mes belles années, Cyril peut vous en parler, mes belles années de consultant quand j'étais à Toulouse, que j'allais sauver des entreprises parce qu'elles avaient des connexions qui pétaient à SQL. C'est juste parce qu'elles oubliaient de faire une connexion point close. Donc, ils faisaient péter le pool de connexion. Ils arrivaient, monsieur Pertu, je suis désolé, une fois sur 10, ça ne plante pas. Bon, écoutez, je vous passe 3 jours de conseil. Donc, Fred, mon patron, était conseil parce que je passais 3 jours de conseil. À 9h, j'arrivais. À 9h15, j'avais fait un contrôle F, point close et point open. Ah ben, il y a 12 open, il n'y a que 11 point close. Je cherchais le point close, le bug était résolu et j'avais 2 jours et demi, je ne faisais rien. Voilà. Ça, c'était parce qu'à l'époque, on ne faisait pas forcément les points close et puis il n'y avait pas ce genre de pattern. Mais ça, c'est véridique, hein, soit disant passant. Donc moi, ce que j'ai fait un runner qui implémente ce truc-là. Et ici, je fais un await using de mon runner qui va donc me renvoyer une connexion. Je vous montre le code juste après, mais surtout l'intéressant, c'est que j'ai plus besoin de me préoccuper de est-ce que j'ai besoin de fermer ou pas ma connexion. À la fin, je fais un return. Pourquoi? Parce que tout ce qui est connexion open, qui est asynchrone, etc., tout ce qui est transaction, tout ce qui est commit et rollback, c'est géré par mon runner. Je vous montre vite fait le code du runner. Ce qui est important, ce n'est pas vraiment le code, c'est surtout que j'implémente ces 2 interfaces. Et surtout, donc là, je fais mon runner qui me renvoie mon runner, peu importe, c'est tout ce qui est intéressant. Donc, j'ai mes connexions et transactions, blablabla. Et ici, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai mon commit. Si jamais tout s'est bien passé, si mon using n'a pas été dispose de manière impromptue, parce que j'ai une routine qui a craqué, je fais un commit. Si jamais, et je fais close, si jamais j'ai eu un problème, à ce moment-là, je fais un rollback en vérifiant si j'ai une transaction ouverte. Et surtout ici, j'implémente mon dispose et le dispose à 5. Et le dispose à 5, surtout ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va disposer toutes mes instances qui sont awaitable. Donc, je fais ça sur ma transaction, je fais ça sur ma connexion. Et après, j'appelle le dispose qui, lui, va disposer. Et si jamais j'ai des transactions qui ne sont pas disposées, j'appelle dessus. Pourquoi est-ce que je le fais 2 fois? Parce que rien n'empêche un utilisateur d'appeler explicitement le point dispose sans appeler le point dispose à 5. Voilà, c'est juste la façon de faire qui est la plus efficiente. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des memory leaks.
Et moi, ça me sert bien parce que du coup, maintenant, j'ai un runner qui me renvoie une connexion dans laquelle je n'ai pas besoin de m'occuper. Si j'ai un try catch et que j'ai une exception qui est levée, automatiquement, la transaction est rollbackée. Si elle passe, et si j'ai ouvert une transaction. Et si elle passe, j'ai un commit. Le code est à dispo. Bien. J'ai presque fini. Je commence à plus avoir de voix à force. J'ai plus l'habitude, je suis vieux maintenant, c'est une catastrophe. IA5 enumerable. Dernière chose. IA5 enumerable, ça j'adore. C'est peut-être la fonction que je préfère le plus dans tous ces slides, dans toute cette démo. C'est la façon que l'on a aujourd'hui de pouvoir streamer des résultats. Aujourd'hui, le stream de résultats, bon, avec l'IA en plus, on en est partout. Et aujourd'hui, avec .NET, c'est facile de faire ça. D'ailleurs, la plupart des services sur Azure, lorsque vous appelez par exemple un blob, ne vous renvoie pas le contenu complet du blob, il vous renvoie page par page. C'est du streaming. Okay, donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça en .NET? Eh bien, on va pouvoir utiliser le IA5 enumerable. Et ce qui permet de faire un await for each. Et ça, c'est super bien. Je vous montre le code, ça sera beaucoup plus parlant que ce vieux slide pourri. Alors, non, ce bon slide, je ne sais pas pourquoi je dis pourri, parce qu'il est beau mon slide. Voilà. Je récupère sur GitHub l'ensemble des issues de mon repo, de tous mes repos. Voilà le code qui permet de faire ça. Donc, c'est tout bête, il faut appeler. Alors, c'est une requête graph. Tout ça n'est pas très intéressant. Le truc qui est intéressant, c'est sur GitHub, il vous renvoie ça par page. Et globalement, ici, j'ai un code qui dit, tant que j'ai des pages, je renvoie une requête pour récupérer la page suivante. Ça, c'est la version avant IA5 enumerable. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien là, j'ai une task qui me renvoie un tableau de JSON. Je remplis mes pages dans un tableau. Et à la fin, je renvoie le résultat. Donc là, je mets tout en mémoire. Hein. Je monte, et à la fin, je renvoie. Au niveau de l'appel, alors attendez, du coup, il faut que je fasse quelque chose. Attendez, du coup, excusez-moi, il faut que j'enlève mon... Bon, non, je virerai la clé après. Parce que j'ai fait ça bien quand même, j'ai pas mis les clés, partout. Hein. J'ai une clé pour appeler mon repo. Voilà. Bon, je l'enlèverai après, c'est pas grave. De toute façon, je l'écris cet après-midi, donc je l'enlèverai après. Ici, j'ai ma clé, qui est donc ici. Hop. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais l'enlever juste après. Là. De toute façon, au pire, vous êtes capable de lire mes issues, donc allez sur le site, c'est rapide. Donc voilà, donc je récupère tout ça, je parse et je renvoie. Donc lorsque j'appelle ici, eh bien, donc ça c'est la requête. Lorsque j'appelle, je fais ma clé, je fais mon client GitHub et après je récupère tout ça. Et après, quand j'ai récupéré toutes mes issues, je les affiche. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, ce qui va se passer, c'est que je vais tout stacker en mémoire. Je vais tout stacker en mémoire et là, je suis obligé d'attendre qu'il lise toutes mes pages pour pouvoir afficher à la fin. Donc, ça va prendre 10, 20 secondes, 30 secondes, boum, ça y est, c'est tout arrivé. Et c'est arrivé d'un seul coup. Je n'ai pas streamé les résultats puisque dans ma routine, j'ai tout loadé dans mon tableau. Donc, j'ai pollué ma mémoire avec ça. Enfin, pollué. Toujours pareil, si vous en avez besoin, vous en avez besoin. Hein. Alors, on peut résoudre déjà le problème en implémentant ce qu'on appelle le high progress de T. Le high progress, ça permet lorsque vous avez une progression dans votre async await, dans votre outil, vous pouvez lever un événement. Alors, soit vous faites à la vieille méthode avec une levée d'événement, soit vous utilisez une lambda qui est un progress. Et le progress, vous pouvez, donc je le passe ici. C'est toujours la même chose, c'est un high progress ici. Je le passe ici et j'appelle ce progress chaque fois que j'ai un objet qui revient. Ce qui ne m'empêche pas quand même d'avoir besoin de remplir mon tableau. C'est juste que pendant l'exécution, j'envoie une donnée à mon appelant. Ça, c'est bien quand vous avez un truc qui attend pendant des heures sur votre interface utilisateur. Vous faites un progress pour avoir une barre de défilement. Souvent, les progrès, ça permet d'envoyer des pourcentages. 1%, 2%, 3%, 99%. J'attends 2h30 et je passe à 100%. Vous connaissez.
Ok, donc le progress, ça sert à ça. Donc, quand on fait de l'async await, c'est un truc de base, ça existe depuis toujours. Et moi, je l'utilise pour pouvoir renvoyer mes pages au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc là, j'ai un peu amélioré le système. Ce n'est pas encore le top, mais ça fait le taf. Ça fait le taf. D'ailleurs, lorsque je suis ici, du coup, ce que je peux faire, c'est passer mon progress que j'ai mis, que j'ai mis où? Ici. Le progress reporter qui, globalement, va dire, chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, tu l'écris sur la console. Et ce progress, je le passe dans mon appel de méthode, je crois, à la fin. Ouais. Donc ça fait le taf. C'est pas encore le top, mais ça fait le taf. Du coup, j'ai plus besoin de faire ça. Et à la rigueur, si vous avez besoin de faire quelque chose sur chacune de ces trucs-là, pour éviter de monter tous vos résultats dans ce tableau. Ah ben non, il est déjà rempli le tableau, puisqu'il est rempli dans la routine. Bon, bref, au moins, ça vous permet d'avoir les page après page et de faire quelque chose. C'est ce qu'on ferait avant d'avoir les IA5 enumerables. Vous voyez qu'au petit à petit, bon là, vous ne voyez pas très bien parce que ça va assez vite, mais ça arrive bloc par bloc. OK? Déjà, on est pas mal. Et à la rigueur, si vous êtes auteur de ce code-là, vous pouvez peut-être virer le finite resist et nous dire que si jamais vous n'avez pas de progress, vous autorisez pas l'appel. Bref, vous vous débrouillez pour essayer de gagner un peu. Voilà, ça fait le taf. Maintenant, je prends cette même méthode-là et c'est pour ça que je vais faire du streaming. En utilisant, donc vous voyez qu'ici mon appel c'est un static async task, en utilisant cette fois-ci la même chose mais faisant un static async i-async enumerable de JObject. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de taguer votre cancellation token si vous voulez arrêter l'énumération avec un enumerator cancellation. Je crois qu'ils vont l'enlever bientôt ce truc-là pour éviter que, bon bref, pas très très important pour la démo. Et la différence, c'est que ici, je n'utilise plus un tableau, donc je n'ai pas une montée en mémoire de toutes mes issues. Par contre, et ce qu'il y a de super, c'est pendant que je lis mes pages, je fais ici un yield. Donc chaque fois que j'ai une issue, je le renvoie à mon appelant. Mon appelant récupère l'issue et après j'en fais ce que j'en veux. Et par rapport au progress, tout à l'heure, le progress, il faut déclarer une action, etc. C'était un peu le même problème que le thread pool dans lequel il faut faire un post ou un delegate. C'est pas séquentiel. On aime bien, nous, les développeurs, avoir quelque chose de séquentiel dans notre code. C'est plus facile à lire. Et bien, c'est pareil. Au résultat, j'ai la même chose que ce que je faisais juste avant, sauf que, ici, je fais un await for each, et maintenant, je suis séquentiel. Et si j'utilise ça maintenant, CTRL F5, vous allez voir que je fais exactement la même chose. Je récupère mes pages et je renvoie chacune des issues au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc ça, c'est super intéressant. Et vous allez voir que, alors évidemment, alors qu'est-ce qui se passe? Il est déjà lancé? Je ne le vois pas. Ah non, il est là, je suis bête. CTRL F5, Seb, CTRL F5. Allez, F5 tout court. Donc là, vous allez voir que ça va arriver au fur et à mesure. Donc là, ça arrive au fur et à mesure qu'il est. Et surtout, je ne remplis pas ma mémoire à aucun moment, puisque je fais juste un yield. À la rigueur, si l'appelant il a besoin de mettre ça dans un tableau pour pouvoir faire quelque chose, l'afficher dans une data grid, peu importe. Mais moi, en tant que bibliothèque, je te renvoie les données au fur et à mesure qu'elles arrivent. Je ne remplis pas un tableau qui n'a rien à faire dans une bibliothèque. C'est comme quand vous faites une méthode, vous ne renvoyez jamais une liste, vous renvoyez un i-enumerable. Et c'est votre appelant qui décide s'il vous envoie s'il demande une liste ou s'il demande juste un yield dessus. Bon, bref, je m'emballe. D'accord? Ça, c'est sûrement un des trucs que je préfère. D'ailleurs, aujourd'hui, sur Azure, tout est streamé. Les blobs, tout ça, ça vous renvoie que des pages et il faut les lire au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et ça vous permet de le faire en 3 lignes de code. Ça, c'est bien. Allez, terminé au niveau des démos, juste 2-3 trucs à dire. Vous avez un truc qui s'appelle wait5 qui permet, on oublie souvent de passer les tokens de cancellation dans nos méthodes. Si jamais vous avez une méthode qui ne peut pas se terminer parce qu'elle part en pipette et que vous n'êtes pas capable de l'arrêter, même à votre try catch, de toute façon, elle est partie dans le warp. Vous n'êtes pas capable de l'arrêter parce que parce qu'il n'y a pas de try catch. Vous pouvez forcer au bout d'un certain temps à dire bon ben si cette méthode-là qui n'a pas de cancellation token que je ne peux pas l'arrêter, je peux appeler une méthode d'extension qui permet globalement de dire arrête-toi. Alors ça c'est bien. Et maintenant, dernière chose, Async 2. Toutes ces démos pour vous dire qu'il y a une nouvelle version d'Async qui vient tout juste d'arriver. C'est pas vrai. Ça n'arrivera sûrement que pas avant
à mon avis. Mais A5.2 est déjà en route. Il y a déjà sur GitHub un markdown d'explication des ingés, notamment de Stephen Toub, évidemment, qui explique ce que pourrait devenir A5 dans le futur, avec une nouvelle version. Donc, ils prennent tout ce qui a été mauvais dans A5 tout court et ils le refont complètement pour faire une version qui s'appelle A5.2, plus performante, etc., etc. Je vous conseille d'aller lire le markdown, mais bon, j'avoue que je l'ai lu 2 fois, je me suis arrêté assez vite. Mais apparemment, ça a l'air bien. OK? Voilà, n'oubliez pas le guidance de David Fowler, très bien. Vous avez plein de petites astuces, c'est tout bien écrit, et ça vous permet globalement de reprendre tout ce que je vous ai dit, plus 2-3 trucs assez sympas qui sont des trucs de bon sens, mais qui sont bien utilisés. Et voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup.